Cet atelier qui rentre dans le cadre des rencontres à compétences égales qui vont durer jusqu'à jeudi sur tout un tas de sujets en lien avec le recrutement. Et l'atelier d'aujourd'hui a pour thématique la recherche d'emploi avec une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Et c'est un sujet tout à fait d'actualité puisque cette semaine, c'est aussi la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la SEPH. Donc vous entendrez a priori beaucoup parler de handicap cette semaine. Alors peut-être quelques rappels pour les personnes qui seraient peu familières de Teams sur la façon de fonctionner. Vous devez avoir un bandeau en haut de votre écran avec la possibilité d'activer ou de désactiver votre caméra et votre micro. Notez d'ailleurs que cet atelier est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous invite à désactiver votre caméra. Et ensuite, si vous souhaitez interagir avec moi, vous avez soit la possibilité de demander la parole en cliquant sur le petit bonhomme qui lève la main, soit vous avez la possibilité également de déposer vos demandes par écrit dans le chat et j'y répondrai avec plaisir. Donc cet atelier a pour thème la recherche d'emploi avec une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc c'est un atelier qui devrait durer une petite heure, a priori 3/4 d'heure de présentation, et puis on se laissera quelques minutes ensuite pour répondre à l'ensemble de vos questions si vous n'avez pas osé les poser pendant l'atelier. Je suis moi-même François Bénard, je fais partie d'un cabinet qui s'appelle le groupe JLO, qui accompagne les entreprises dans leurs politiques d'emploi favorables aux travailleurs handicapés et qui accompagne également les candidats en recherche d'emploi. Donc j'ai très régulièrement ce type de demande, hein, comment mener ma recherche d'emploi avec une RQTH. Et pour qu'on soit tous bien d'accord sur ce que c'est que la RQTH, je vais commencer par vous montrer une rapide vidéo qui reprend tout ça.
Bien, alors maintenant qu'on est d'accord sur ce qu'est la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est une reconnaissance administrative d'une situation de santé dégradée et qui a un impact sur l'activité professionnelle de la personne. La RQTH est attribuée à titre le plus souvent temporaire, même si depuis quelques années maintenant, la MDPH a la possibilité de l'accorder de façon définitive. Bon, ça reste des situations qui sont relativement rares. Donc l'RQTH est une reconnaissance du fait que la personne est handicapée dans son activité professionnelle. Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut optimiser notre recherche d'emploi quand on est en situation de handicap? Je voudrais aborder la thématique sous trois angles distincts. Le premier, c'est comment est-ce que je dois aborder cette question-là en entretien ou dans le cadre de mes candidatures. C'est une question qui est tout à fait légitime et on verra tout à l'heure que la réponse n'est pas univoque à cette question. Le deuxième angle, c'est l'identification des réseaux ou des partenaires de recrutement sur lesquels je peux m'appuyer dans le cadre de ma recherche d'emploi en tant que personne en situation de handicap. Et puis, en fin de présentation, je reviendrai sur quelques dispositifs qui sont dédiés aux travailleurs handicapés. Donc le premier point, c'est, est-ce que je dois parler de ma situation de handicap dans le cadre de ma recherche d'emploi? Donc c'est, l'une des premières étapes quand on cherche un emploi, c'est la rédaction, du CV et la première question à se poser donc c'est: «Est-ce que je dois mentionner la RQTH sur mon CV?» Ensuite, deuxième étape, ça va être, l'étape de l'entretien. Quand mon CV a été sélectionné, est-ce que je dois en parler au recruteur, avec lequel je passe un entretien? Et si oui, dans quelle mesure est-ce que, je peux le faire? Jusqu'à quel niveau de détail je dois l'en informer? Sachez peut-être en préalable que, les entreprises, tous les employeurs de plus de 20 salariés ou de 20 agents dans le cadre de la fonction publique ont l'obligation de déployer une politique favorable à l'emploi des travailleurs handicapés. Cette obligation est d'avoir, 6 de leurs effectifs en situation de handicap. C'est-à-dire que si je suis dirigeant d'une structure de 100 personnes, eh bien, je dois avoir, l'objectif, c'est d'avoir donc 6 personnes en situation de handicap dans mon effectif. Si je n'ai pas, ces 6 personnes, eh bien, je vais payer une contribution. On parle bien de contribution, hein, c'est pas une taxe, c'est pas une amende, c'est pas un impôt, c'est bien une contribution, financière à l'AGEFIP, l'Association pour la gestion du Fonds d'insertion des personnes handicapées, qui est le bras droit armé de l'État sur ces questions de handicap. Donc moi, employeur, je vais payer cette contribution à l'AGEFIP et l'AGEFIP va utiliser cet argent pour, financer des biens et des services, au profit des personnes en situation de handicap. Alors, je ne rentre pas dans le calcul de la contribution, c'est un tout petit peu compliqué, ça dépend du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, du métier concerné et cetera. Mais en moyenne, considérez que, si, il me manque une personne en situation de handicap à temps plein sur l'année pour être à l'objectif des 6 je vais payer à peu près 5 000 €, et ça tous les ans. Donc les entreprises ont une incitation forte de la part du législateur à employer des personnes en situation de handicap, sinon ils vont, payer cette contribution. Donc on pourrait se dire que, bien si je mentionne le fait que, je suis en situation de handicap sur mon CV, ça peut m'accorder un avantage comparatif vis-à-vis d'autres candidats qui ne seraient pas en situation de handicap. Notez néanmoins que, au regard de cette, obligation d'emploi de travailleurs handicapés, il y a tout un arsenal, législatif et réglementaire qui vise à lutter contre toute forme de discrimination et le handicap, de même que l'état de santé, font tous les 2 partie de la liste des critères de discrimination.
Donc un employeur ne peut pas me recruter uniquement en se disant que bien c'est un candidat en situation de handicap, je n'ai pas encore atteint mes 6%, donc je vais employer cette personne uniquement du fait de sa reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui va bien arranger mes RH. Ça, c'est pas possible, puisque ce serait de la discrimination. On embauche des personnes en premier lieu que sur la base des compétences attendues pour l'exercice d'une mission précise. Donc l'employeur ne pourra me recruter que si j'ai les compétences requises pour l'exercice de cette mission et pas uniquement parce que je suis travailleur handicapé. Pour autant, attendu qu'il y a quand même cette incitation à recruter des personnes en situation de handicap, le législateur m'autorise, moi, employeur, à favoriser la candidature d'une personne en situation de handicap à partir du moment où, à compétences égales vis-à-vis des autres candidats, sa candidature est pertinente. C'est-à-dire que si j'ai deux CV, le CV d'une personne en situation de handicap et le CV d'une personne non reconnue travailleur handicapé, si les deux CV présentent le même niveau de qualification, le même niveau de compétences et que les deux candidatures sont légitimes et pertinentes du point de vue du poste à pourvoir, j'ai le droit de favoriser la candidature de la personne en situation de handicap. Mais il faut bien qu'il y ait une base de compétences qui soit pertinente. Donc dans ce contexte-là, oui, mentionner la RQTH sur mon CV peut constituer un avantage comparatif dans le cadre de ma recherche d'emploi. Pour autant, il faut être vigilant sur cette question-là, puisque on sait malheureusement que les situations de discrimination existent encore. Tous les ans, les juges condamnent des entreprises pour discrimination, donc faut éviter de donner le bâton pour se faire battre et donc être vigilant avec cette question du handicap sur le CV. Je vous invite plutôt que de se dire oui, je vais toujours mentionner MercuTH sur mon CV ou non, je ne la mentionnerai jamais. Je vous invite plutôt à vous renseigner sur la position de l'employeur sur ces questions de handicap. Alors, je vous rassure, la plupart des grandes entreprises ont mis en place des politiques favorables à l'emploi des travailleurs handicapés et la Je m'en fous, moi, plupart des... de qu'on m'entende parler. Moi, je veux entendre. Pardon, il y avait une question? Bon, c'était peut-être une erreur. En tout cas, voilà, la plupart des entreprises et même des employeurs publics aujourd'hui en France ne pratiquent pas de discrimination dans le cadre de leur recrutement. Il y a des obligations de former les recruteurs sur ces questions de discrimination. Donc, le cadre autour de la discrimination est relativement connu, mais on n'est pas à l'abri d'être face à une personne qui soit moins au courant de ces questions-là et qui ait peur de la situation de handicap et qui se disent, ah oui, mais ce candidat me dit qu'il est handicapé, il ne me donne pas d'informations sur son handicap. Donc, bon, vu que j'ai d'autres candidatures sous le coude, je vais écarter celle-là pour privilégier les autres. Ce serait un cadre, ce serait une action discriminatoire, mais on n'est jamais à l'abri que ça arrive. Donc, renseignez-vous quand même sur la politique de l'entreprise vis-à-vis du handicap. Généralement, vous trouvez ces informations-là assez disponibles sur le site internet de l'entreprise. En tout cas, s'ils mettent en place des actions spécifiques en faveur du handicap, a priori, ils vont le valoriser sur leur site internet. Donc, vous aurez l'information. Si vous ne trouvez aucune information sur le positionnement de l'entreprise vis-à-vis du handicap, ni sur leur site internet, ni ailleurs, je vous inviterai à rester prudent et à ne pas mentionner votre RQTH sur le CV.
sauf si vous souffrez d'une pathologie qui nécessite très peu d'aménagement de poste ou qui implique très peu d'inaptitude au travail. C'est-à-dire que si vous avez, je dis n'importe quoi, une lombalgie et que c'est ça qui a motivé l'attribution de votre RQTH, que du coup vous postulez sur un poste d'activité tertiaire, donc un poste de bureau, et que vous n'avez besoin que d'un fauteuil ergonomique, on peut considérer que c'est assez simple pour un employeur de mettre à disposition ce type de fauteuil. Donc, vous pouvez ne mentionner, enfin, mentionner votre RQTH et préciser en dessous que vous n'avez besoin que d'un fauteuil ergonomique, par exemple. Voilà, la RQTH tout seul peut soit être un avantage comparatif, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, soit être à votre désavantage si ça fait peur aux recruteurs. Donc, le fait de mentionner des éléments complémentaires comme vos besoins d'aménagement de poste ou vos restrictions d'aptitude, ça peut participer à rassurer le recruteur sur votre capacité à occuper le poste. Donc, si vous avez mentionné votre RQTH sur votre CV et qu'ensuite vous êtes convoqué à un entretien auprès du recruteur, bien évidemment, je vous inviterai à parler de cette situation de handicap au recruteur. De toute façon, j'imagine qu'il en prendrait lui-même l'initiative s'il avait vu que c'était noté sur votre CV. Si vous n'avez pas mentionné la RQTH sur votre CV, bien quand vous arrivez en entretien, la question de savoir s'il faut en parler ou pas sera à peu près la même que la réponse la question de savoir s'il faut l'indiquer sur le CV. C'est-à-dire que si vous vous renseignez sur l'entreprise et que vous voyez qu'ils ont une politique favorable à l'emploi des travailleurs handicapés, ou si le recruteur lui-même, en vous exposant le poste de travail et l'entreprise, s'il en vient aux actions de RSE, de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, mise en place par son employeur et que parmi ces éléments-là, il explique que l'entreprise a une politique spécifique auprès des travailleurs handicapés, vous pouvez profiter de l'occasion pour lui indiquer que bah, vous êtes vous-même concerné et que du coup, vous pourriez bénéficier de ces éléments-là. Maintenant, si donc je décide d'en parler pendant l'entretien, jusqu'où est-ce que je peux donner des informations? Jusqu'où est-ce que l'employeur peut me questionner? Notez que, donc je l'indiquais il y a quelques minutes, à la fois le handicap et l'état de santé sont des critères de discrimination. À partir de ce moment-là, ça veut dire que le recruteur n'a pas le droit de vous poser des questions sur ces éléments-là, et en tout cas, en aucun cas, il n'est légitime qu'il vous pose la question de la pathologie liée à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, l'origine de cette RQTH n'a pas à être connue par l'employeur. Pour autant, il y a des éléments qui sont intéressants de porter à sa connaissance, qui vont être vos besoins d'aménagement de poste et ou vos restrictions d'aptitude qui sont deux choses différentes, hein. Vos besoins d'aménagement de poste, bah, ça va être un besoin de mise à disposition de matériel spécifique en lien avec, par exemple, une déficience auditive ou une déficience visuelle ou des difficultés motrices, comme j'évoquais le cas tout à l'heure d'un besoin de fauteuil ergonomique. Donc ça, bah, sont des besoins d'aménager votre poste. Ça peut être aussi des aménagements horaires en fonction de vos besoins ou enfin, au-delà d'horaires, tout aménagement, tout besoin d'aménagement organisationnel. Donc voilà, vous pouvez exprimer vos besoins d'aménagement de poste au recruteur ou alors lui exprimer des restrictions d'aptitude. Par exemple, vous ne pouvez pas porter de charge de plus de 15 kilos, par exemple.
ou de 10 kilos ou autre. C'est un élément important à apporter à sa connaissance, y compris d'ailleurs si le port de charge n'est pas inclus dans la fiche de poste, la fiche du poste pour lequel vous allez candidater. Donc l'ensemble des besoins d'aménagement de poste et de vos restrictions d'aptitude sont intéressantes à porter à la connaissance de l'employeur et on doit s'arrêter là. Le recruteur n'a pas le droit de vous poser plus de questions que sur ces deux éléments-là. Néanmoins, je vous inviterai à être précis quand vous exprimez vos besoins d'aménagement de poste ou vos restrictions d'aptitude. Il ne s'agit pas de dire je ne peux pas rester longtemps debout ou longtemps assis. Essayez d'être le plus objectif possible, le plus factuel en apportant des éléments les plus chiffrés possibles. C'est-à-dire je ne peux pas rester debout plus de 20 minutes ou plus de 1 heure ou plus de 3 heures. De la même façon, il ne s'agit pas de lui indiquer « je ne peux pas porter de charge lourde ». Est-ce qu'une charge lourde, ce serait 2 kg, 5 kg ou 15 kg? Ça peut avoir des incidences diverses. Est-ce que tout est clair sur ces premiers éléments? Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou peut-être des retours d'expérience sur le fait de mentionner son CV mentionner les RQTH pardon, sur un CV ou en entretien? Bien, merci Irène pour ce retour. Je poursuis. Aude, si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou même à prendre la parole en réactivant votre micro. Donc, comment est-ce que j'organise ma recherche d'emploi quand je suis en situation de handicap? Alors, Aude, votre question, c'est la liste des bénéfices du handicap pour les employeurs, lesquels? Alors, les bénéfices pour les employeurs de recruter une personne en situation de handicap, c'est en lien avec l'obligation qui leur est faite de recruter des travailleurs handicapés jusqu'à cet objectif de 6% que j'ai évoqué en début d'atelier. Et du coup, le fait pour lui d'éviter de payer ces environ 5 000 euros par an pour une personne en situation de handicap qui serait manquante dans ses effectifs. Olivier indique on doit parler de façon positive de ses besoins. Olivier, est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Bonjour, vous m'entendez? Tout à fait. Oui, parce qu'en réalité, c'est-à-dire que moi, Cap Emploi, ils m'ont dit, parce que c'est vrai, j'ai eu des entretiens, et c'est vrai que par rapport à mes problèmes de santé, c'est-à-dire par exemple, ils m'ont dit, faut pas utiliser les négations, c'est-à-dire par exemple, j'arrive pas à porter de charge lourde ou j'arrive pas à soulever telle chose. C'est vrai qu'ils m'ont dit, il faut tourner de façon positive pour pas faire peur à l'employeur. Oui, alors c'est toujours plus valorisant effectivement de parler de façon positive, y compris quand ce sont des restrictions d'aptitude. Après, donc vous pouvez soit dire je ne peux pas porter de charge de plus de 10 kilos ou dire je peux porter des charges allant jusqu'à 10 kilos. Bon, c'est deux façons différentes de présenter la chose. En réalité, ça va pas changer grand-chose à l'information qui est derrière, qui est une restriction d'aptitude au port de charge. Je vous en J'ai une prie. seconde question, c'est-à-dire que ça m'est arrivé. J'ai été pris pour un poste et puis vous voyez là, ça s'est arrêté parce que ce qui se passe, c'est que moi j'avais un besoin, par exemple, notamment par rapport à l'oreille interne d'un appareil spécifique, sauf que je ne l'ai jamais eu au bout d'un mois et demi. Et donc, c'est-à-dire que moi, ça m'a mis en difficulté et ils ont arrêté ma période d'essai par rapport notamment à ça. Alors,
la personne en charge de dire si vous pouvez continuer, si votre état de santé est compatible avec l'exercice du poste ou non, c'est le médecin du travail. Et d'ailleurs, il y a des dispositions spécifiques pour les visites médicales des personnes en situation de handicap au moment de l'embauche pour que la médecine du travail soit informée le plus rapidement possible de l'embauche d'un travailleur handicapé pour voir si précisément il y a des besoins d'adaptation de poste à réaliser. Et à partir du moment où le médecin s'est prononcé en faveur d'une adaptation de poste quelconque, l'employeur est tenu de la mettre en œuvre. Pour autant, bon, on connaît les difficultés de la médecine du travail. Les médecins du travail, c'est une profession assez pénurique et parfois, malgré la bonne volonté de l'employeur, on n'arrive pas toujours à obtenir de visite auprès du médecin du travail suffisamment tôt pour pouvoir anticiper les aménagements. Oui, c'est ça, ça va pas, pour pas embêter trop longtemps, mais c'est vrai que c'est ça, parce que moi j'avais une période de décès de 2 mois et ma visite médicale avait lieu 3 jours avant la fin de ma période d'essai. Donc c'est sûr que j'ai pas pu voir le médecin du travail, quoi. Vous avez évoqué tout à l'heure Cap Emploi. Peut-être qu'ils vous ont aidé pour votre recherche de poste, y compris sur cette intégration-là. Vous les avez peut-être sollicités dans le cadre de ce besoin d'aménagement? Oui, 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 parce que j'avais fait ça, mais c'est vrai, comme ils m'ont dit, les démarches sont longues. Ça dépend bien sûr de quoi, mais c'est vrai qu'ils m'ont dit le temps qu'après qu'ils mettent en place s'il y a un référent ou pas handicap dans l'entreprise, plus après, c'est-à-dire faut ils mettent ça avec la GFIP, donc c'est-à-dire qu'entre guillemets, bah, c'est long les démarches. Donc c'est vrai que ça met des fois entre 1 ou 2 mois avant d'avoir le matériel, sauf bien sûr si c'est juste une souris ergonomique ou, des choses un peu plus classiques. Mais là, quand c'est un matériel un peu plus long, donc c'est pour ça que moi, bah, ça m'a mis en difficulté, puis j'ai pas pu trop, j'étais pas très très bien durant ma période d'essai, quoi, puis j'ai pas pu continuer. Je vous Bah, c'est remercie que mon cas. pour Ah, ce merci de m'avoir retour écouté. pour ce retour d'expérience. C'est précieux et c'est aussi l'un des avantages à parler de sa situation de handicap pendant l'entretien. Il ne s'agit pas de donner au recruteur des informations qui vont lui permettre de voir si vous pouvez ou pas occuper ce poste, puisque, encore une fois, si la prise en compte de l'état de santé pour évaluer une candidature relèverait d'une pratique discriminatoire, et donc c'est le médecin du travail qui doit se prononcer là-dessus. Mais en parler au recruteur dès le moment de l'entretien, ça doit lui donner des informations qui lui permettront d'anticiper d'éventuels aménagements de poste si au final votre candidature était retenue. Dans votre cas, Olivier, par exemple, comme on sait que les démarches sont longues pour la mise à disposition de certains matériels, bah, il s'agirait dès le moment de la décision de retenir votre candidature sur un poste, bah, d'aller solliciter les acteurs et notamment Cap Emploi qui pourront intervenir et le faire le plus tôt possible pour éviter que des délais de mise en place de l'aménagement de poste soit défavorable au fait de continuer à occuper ce poste-là comme c'était le cas dans votre situation. D'accord, bah, merci. Merci en tout cas pour ces éléments. Aude demandait, y a-t-il des aides pour l'embauche ou du soutien financier ou matériel par des organismes pour compenser le handicap? Alors oui, Aude, tout ça existe et ça passe précisément par le Cap Emploi. Les aides à l'embauche, alors jusqu'à il y a quelques mois, c'était des aides forfaitaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un employeur décidait d'embaucher un travailleur handicapé, il touchait X centaines d'euros par embauche. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Théoriquement, cette aide à l'embauche dépend des besoins exprimés par la personne.
Donc, si elle a des besoins des besoins lourds d'aménagement du poste de travail, l'aide à l'embauche sera importante. Si en revanche, il y a très peu de retentissement de l'état de santé sur l'activité professionnelle de la personne, l'aide sera évidemment minorée. Pour autant, il y a également du soutien financier et matériel pour compenser le handicap. Vous avez tout à fait raison. Là encore, ça va passer par Cap Emploi. Cap Emploi qui va analyser la situation et qui va accompagner l'entreprise dans la demande de financement auprès de l'AGFIP. L'AGFIP, rappelez-vous, hein, c'est l'organisme auprès duquel les employeurs payent leurs contributions, mais c'est aussi du coup l'organisme qui aide les employeurs en finançant les aménagements de poste. Et en gros, ce que va faire le Cap Emploi, c'est d'obtenir des financements qui permettront à ce que le surcoût lié au handicap de la personne soit pris en charge par l'AGFIP. Je m'explique, si l'employeur devait fournir un fauteuil tout à fait classique à un salarié qui ne serait pas en situation de handicap, il achètera le fauteuil à un prix X. Maintenant, s'il doit fournir un fauteuil spécifique à son travailleur handicapé, spécifique parce qu'il y a besoin d'un soutien, d'un renfort lombaire par exemple ou autre, ce fauteuil va coûter plus cher. Eh bien, Cap Emploi va demander à ce que la GFIP prenne en charge le surcoût de l'aménagement, mais il ne prendra pas en charge la totalité de l'aménagement puisque de toute façon, il faudrait comment dire, il faudrait fournir un fauteuil aux travailleurs qui soient handicapés ou pas. Donc oui, il y a effectivement des aides à l'embauche et du soutien financé possible. Qu'est-ce qui va changer avec France Travail? Eh bien, on attend encore beaucoup d'éléments sur la mise en place de France Travail. Le projet est dans les cartons de longue date. Ça a été confirmé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. On attend encore beaucoup d'éléments de détails sur cette mise en place. Néanmoins, ce qui s'est progressivement installé, c'est le rapprochement des Cap Emploi avec Pôle Emploi. C'est-à-dire que précédemment, les Cap Emploi étaient une offre de service de la GFIP complètement séparée de Pôle Emploi. Et sur les derniers mois, progressivement, Cap Emploi s'est rapproché de Pôle Emploi pour faire en sorte que finalement, il n'y ait plus qu'un seul guichet auquel s'adresser. Précédemment, vous vous adressiez à Pôle Emploi parce que vous êtes demandeur d'emploi. Et puis, si vous obteniez la bonne information, vous appreniez qu'il y avait ce Cap Emploi qui existait, c'est-à-dire une espèce de pôle emploi dédié aux travailleurs handicapés. Aujourd'hui, a priori, France Travail va devoir intégrer Cap Emploi dans ses équipes. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller dans les bureaux de Cap Emploi pour les rencontrer, mais vous pourrez rencontrer un conseiller de Cap Emploi au pôle emploi. Et l'objectif derrière tout ça, c'est que les équipes au global de Pôle emploi soient beaucoup plus soient mieux formées à la prise en compte du handicap dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et j'espère qu'effectivement, ça participera à améliorer la chose. Pour information, il existe des ateliers présentés par Cap Emploi, comment présenter son handicap à son employeur ou quelles sont les compensations qui sont proposées par Pôle emploi. Mais je vous remercie Laetitia pour cette information, c'est précieux et j'imagine qu'on peut retrouver ces ateliers ou la programmation de ces ateliers sur Internet. Donc quelques spécificités sur la recherche d'emploi quand on est en situation de handicap. L'AGFIP, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, hein, c'est un acteur de référence autour des questions de handicap.
Et si c'est un acteur de référence, c'est vrai à la fois pour les employeurs et pour les candidats. C'est-à-dire que l'AGFIP met à disposition une CVTech qui est gratuite pour les candidats et les employeurs. Donc, je vous invite très vivement à vous inscrire sur cette CVTech. Ça participera à améliorer votre visibilité auprès des recruteurs. Et sur le site internet de l'AGFIP aussi, vous retrouverez tout un tas de fiches conseils, des astuces ou des bonnes pratiques qui sont tout à fait pertinentes. Alors il faut un peu fouiller, mais allez donc sur le site de la GFIP, c'est tout à fait précieux. Alors, je vous dis de vous inscrire sur la CVTech de la GFIP. Là, j'indique uniquement les spécificités du recrutement des travailleurs handicapés. Ça ne vous dédouane pas du tout de mettre en place toutes les autres démarches de recherche d'emploi qui sont ouvertes à tout le monde, hein. Ça peut être l'envoi de candidatures spontanées, le fait de faire vivre son réseau social, le fait de candidater auprès de cabinets de recrutement, etc. Bref, toutes les techniques de recherche d'emploi classiques sont évidemment à mettre en œuvre également. Mais donc, en plus de ces techniques de recherche d'emploi classiques, je vous invite à aller vous inscrire sur le site de la GFIP et à y poster votre CV. Comme spécificité également au recrutement des travailleurs handicapés, bah, il y a les deux opérateurs de l'emploi qu'on a évoqués précédemment, hein. Donc le pôle emploi, bien évidemment, et également les Cap emploi. Je dis les Cap emploi parce qu'il existe un Cap emploi par département. Quand on est demandeur d'emploi, il s'agit de s'adresser au Cap emploi de son département de résidence. Et en revanche, si vous avez besoin d'aménager votre poste de travail ou de solliciter une aide financière pour l'aménagement de votre poste de travail, là, il faut s'adresser au Cap emploi de votre lieu de travail, voilà, qui connaîtra beaucoup mieux le bassin d'emploi et les opérateurs locaux. Voilà, c'est une petite distinction. Bon, j'ose espérer que si vous vous trompiez, le Cap emploi auquel vous vous adressez saura vous rediriger vers le bon Cap emploi. Bon, du reste, espérons que demain, avec France Travail, vous n'ayez plus besoin de vous poser ce type de questions et que Pôle emploi sera suffisamment informé pour vous aiguiller vers les bons rails. Donc voilà, il existe le site de la GFIP qui est dédié aux personnes en situation de handicap, des opérateurs de l'emploi spécifiques et aussi des cabinets de recrutement qui sont spécialisés. Le groupe JLO a un premier titre, hein, dont je fais partie, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres cabinets qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, comme Défi RH ou TH Conseil. Je les ai listés sur la diapositive. Et puis, il y a parfois des événements dédiés enfin des salons ou des forums, notamment en ligne, qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap. C'est le cas de Hello Handicap. Alors, j'ai plus en tête la date de leur prochain salon. Vous le trouverez certainement sur Internet. Mais voilà, sachez qu'il existe des salons de recrutement dédiés aux travailleurs handicapés. Et Audrey nous indique que pour l'intérim, il y a aussi Acticea. Eh bien, merci Audrey pour cette information. Je la garde dans un coin de la tête. Et puis, enfin, il y a quelques dispositifs spécifiques pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a d'une part le Duoday, alors qui est très d'actualité puisque le Duoday 2023, c'est ce jeudi. Le Duoday, c'est toujours le jeudi de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc qui a lieu la troisième semaine de novembre. Et donc ce jeudi 23, c'est le Duoday de l'année.
Qu'est-ce que c'est que le Duodé? C'est un dispositif organisé par la GFIP, en lien bien sûr avec les Cap Emploi, qui vise à faire découvrir des métiers aux candidats à l'emploi qui seraient en situation de handicap. Par exemple, vous êtes vous-même en situation de handicap et vous souhaitez découvrir un métier qui n'est pas le vôtre. Eh bien, vous pouvez porter votre candidature au Duodé auprès de Cap Emploi. Par ailleurs, il y a des campagnes d'information assez volontaristes de la part des Cap Emploi auprès des entreprises pour dire est-ce que vous accepteriez de participer au Duodé et donc d'ouvrir la porte de votre entreprise ou d'un métier en particulier. Et donc, le Cap Emploi va chercher des entreprises qui candidateraient pour le Duodé en s'adressant à ses salariés, en disant, bah voilà, parmi vous, mon équipe, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient bien accueillir une personne en situation de handicap sur une journée pour lui montrer le quotidien de votre métier. Et donc, s'il y a des salariés volontaires dans cette entreprise et que l'entreprise confirme au Cap Emploi que c'est possible, le Cap Emploi va ensuite tenter de faire des binômes et donc de pouvoir vous faire bénéficier d'une présentation d'une entreprise ou d'un métier spécifique sur une journée. Il y a donc le Duodé qui est dédié aux personnes en situation de handicap et puis ce qu'on appelle la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif de Pôle emploi pour favoriser la mise en formation des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que si vous êtes demandeur d'emploi et en situation de handicap, vous avez la possibilité d'intégrer ce type de dispositif qui est une période qui peut aller jusqu'à 400 heures de formation en amont de l'intégration d'un contrat d'alternance auprès d'une entreprise. C'est-à-dire que alors les entreprises qui organisent des POE comme ça se disent, bon, bah, j'ouvre des postes d'alternants aux personnes en situation de handicap et donc ils discutent du dispositif avec Pôle emploi et Pôle emploi va leur proposer des candidatures de personnes qui sont peut-être pas complètement dans le scope de ce que va rechercher l'employeur en termes de compétences. Mais du coup, pour combler cet écart entre le profil du candidat et les compétences attendues sur le poste, eh ben, Pôle emploi va organiser cette POE, donc cette période de formation en amont du contrat d'alternance. C'est un dispositif qui fonctionne assez bien. Et noter du reste que l'un des intérêts de la RQTH, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation pour les travailleurs handicapés, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui ne sont pas reconnues travailleurs handicapés. Est-ce que tout est clair pour vous?